Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Media Center de la Silver Economy Expo. Des interviews à suivre en audio, sachez-le, mais aussi en vidéo sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Nous allons donc parler aujourd'hui de Silver Economy et j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Potvin, directeur général de France Silver Economy. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors c'est quoi France Silver Economy? Tout le monde ne connaît pas forcément, même si on se doute un peu quand même. Eh bien, France Silver Economy, d'abord, c'est une association. Oui. Une association qui a un objectif très simple, qui est celui de fédérer les acteurs de la Silver Economy. Alors, c'est assez simple à exprimer, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre, parce que derrière cette notion d'acteur, eh bien, on va retrouver à la fois des services de l'État, des collectivités, des clusters, des entreprises, Ah oui, c'est pas ça, des financeurs. oui. Donc vous voyez que lorsqu'on met tout le monde autour de la table, effectivement, ça fait pas mal de gens. C'est qui le plus difficile? C'est Il n'y les a pas de acteurs plus de l'État. difficile. Le plus difficile, c'est de réussir à travailler tous ensemble avec, j'allais dire, des cultures, des agendas qui sont parfois différents. Effectivement. On dit qu'il y a beaucoup d'entreprises autour de la Silver Economy, mais que c'est quand même un monde où on ne gagne pas beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vrai? Je crois que c'est en train de changer. Effectivement, beaucoup ont cru à l'Eldorado de la Silver Economy. Les marges sont faibles en fait. En allant un petit peu trop vite. Mais vous savez, la réalité, c'est que nous, on colle à une réponse qui est une réponse liée au vieillissement de la population. Ça, et on sait que notamment les baby-boomers vont arriver au grand âge d'ici 10 à 15 ans. Oui. Donc on voit bien dans quelle dynamique nous nous trouvons et il faut que nous réussissions à faire en sorte qu'en France, on vieillisse bien et pas simplement longtemps. Donc le mieux vivre et mieux vieillir, c'est un peu ça? Le mieux vivre, le bien vieillir. Ouais. Je vous rappelle simplement que dans le rapport Libault, vous savez, ce rapport de préfiguration de la prochaine loi sur le grand âge autonomie, il est rappelé que l'espérance de vie en bonne santé en France est parmi les plus mauvaises d'Europe. Donc on a un énorme travail, notamment sur la prévention, sur l'adaptation de l'habitat, sur la mobilité, sur l'inclusion sociale, pour faire en sorte que demain, on vieillisse bien. On va y venir justement. Comment ça se fait qu'on soit les plus mauvais ou parmi les plus mauvais? Vous savez, j'allais dire. À tout élément positif, il y a une face négative. En France, on a un système de santé qui est excellent en ce qui concerne la curation. Si vous ou moi avons le moindre problème de santé ici et maintenant, vous savez que très vite, on va être pris en charge par les services de secours. On va avoir accès à un plateau technique. Et dans quelques jours, on sera remis sur pied. Mais la question de la prévention, elle est beaucoup moins traitée dans ces conditions-là. D'accord, évidemment. On a donc des années de retard, c'est ça que vous dites? D'autres pays ont pris le train On a en tout cas une culture qui n'est pas une culture de la prévention, et c'est une culture qu'il faut changer. Et les évolutions culturelles sont évidemment toujours les plus difficiles à mettre en œuvre. Évidemment. Alors on a parlé de mieux vieillir. Mieux vieillir, c'est quoi? C'est vieillir chez soi? C'est un logement adapté justement? Mieux vieillir, c'est effectivement vieillir chez soi. C'est surtout faire en sorte que le vieillissement colle à l'évolution culturelle des seniors. On a souvent cette vision de seniors qui sont très résilients, alors qu'aujourd'hui, les seniors ont envie d'être acteurs, beaucoup plus acteurs de leur vie qu'avant. Donc rester chez eux, être reconnus, être actifs, être mobiles. Donc ça veut dire que tout doit être adapté. La ville doit être adaptée, la mobilité doit être adaptée, le territoire également adapté. Les territoires c'est des sont enjeux, en fait. Un enjeu, c'est l'enjeu majeur des années à venir. C'est qu'une fois que vous avez votre logement adapté, si effectivement l'environnement dans lequel vous évoluez ne l'est pas, c'est pas une approche domiciliaire, c'est une approche carcérale, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Non, donc il faut réussir à faire en sorte que les territoires s'adaptent. Et ça, c'est en cours? Oui, je crois que c'est en cours. Je crois qu'on voit de plus en plus de territoires à tous échelons, de la municipalité jusqu'à la région, s'emparer du sujet et se dire comment puis-je faire pour faire en sorte que demain les citoyens qui vivent sur ce territoire puissent effectivement se sentir bien à n'importe quel âge de la vie. Alors justement, ça va dans quel sens? La pyramide, elle va dans quel sens? Ça doit partir du local pour aller au national, ou ça doit partir d'une volonté nationale, on parlait du projet de loi, pour descendre? C'est toujours la question qui est posée. Le national, de toute façon, a un rôle important parce que c'est lui qui va dresser le cadre, c'est lui qui va dresser les limites. Mais évidemment, c'est au niveau des territoires. Je vais vous donner des exemples très simples. On peut avoir les mêmes envies que l'on soit au cœur d'une métropole comme Paris ou au fin fond d'un territoire très rural. Mais les problématiques et les leviers de ces territoires seront forcément différents à chaque fois. Donc il faut s'adapter, territoire par territoire, pour effectivement réussir à coller aux attentes des seniors. Donc ça veut dire donner un cadre national et après le local doit prendre le relais?
Et effectivement, mais également que les territoires puissent envoyer au national leurs besoins, leurs attentes pour que le national comprenne bien dans quel sens il doit aller. Il y a encore un petit peu de boulot, j'imagine. Raisonnablement, mais on peut être optimiste. Mais on peut être optimiste et on voit surtout une dynamique se créer et des acteurs qui ont de plus en plus envie, j'allais dire, d'être au rendez-vous de la société, de la longévité. Ça, c'est important. Est-ce que l'innovation technologique est un plus, est vraiment une des solutions, une aide ? Immanquablement, c'est une aide précieuse. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais je vais simplement vous donner une situation. On aime bien être concret. Si les baby-boomers aujourd'hui sont de plus en plus nombreux, ils ont moins fait d'enfants. Ils ont divorcé. Ils ont été mobiles sur le territoire. Donc la situation des aidants va être de plus en plus délicate. Et si on prend simplement cette question des aidants, eh bien, on va se rendre compte que la technologie va les aider à être aidants. Et évidemment, ce qui compte pour les aidants compte pour tous les sujets que je vous ai évoqués tout à l'heure, la question de santé, la question d'habitat, la question de mobilité ou encore la question d'inclusion sociale. La technologie, quand elle est là uniquement au service de l'individu, elle est très utile. Vous discutez avec les pouvoirs publics et vous proposez un pack technologie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, on a demandé à deux personnes, Marc Bourquin de la FHF et Jean-Pierre Aquino de la Société française de gériatrie et gérontologie, de nous rendre un rapport effectivement sur la technologie. Et dans les propositions qu'ils nous ont soumises, il y a effectivement ce pack technologie. Ce pack technologie, c'est de se dire tout lieu de vie collective doit intégrer un certain nombre de technologies permettant à la fois d'assurer la sécurité, de permettre un cadre de vie et une qualité de vie qui soit améliorée, faire en sorte que, y compris les personnels qui interviennent, puissent ne pas subir un certain nombre de problématiques. On pense aux problématiques musculo-squelettiques, mais évidemment, il y en a d'autres. Bref, de faire en sorte que dans chaque lieu de vie collective, il y ait une dimension technologique, là encore, au service de l'humain, qui soit prise en compte, effectivement, par la collectivité. On ne parle pas de gadgets, on est d'accord, on parle de 4G, on parle de Wi-Fi, on parle effectivement on parle de solutions qui véritablement apportent une réponse à une problématique. Donc ça veut dire que si on met ça en avant, ça veut dire que les établissements type EHPAD, etc. sont en retard ? Je ne dirais pas qu'ils sont en retard, je ne veux pas généraliser. Je veux simplement dire que cette prise en compte de la technologie n'est pas homogène. Et comme il faut prendre en compte des territoires avec des situations différentes, il faut prendre en compte des situations d'EHPAD qui sont très différentes. Effectivement. Vous avez également une proposition, le Centre national de preuves. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un répertoire des bonnes pratiques ? Oui, en quelque sorte, le Centre national de preuves, c'est s'appuyer sur celles et ceux qui aujourd'hui sont au cœur de l'innovation, également s'appuyer sur celles et ceux qui bénéficient des innovations, pour leur poser la question de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et à partir de là, d'établir un référentiel qui va nous permettre tout simplement de gagner du temps. Gagner du temps pour les entrepreneurs qui verront très vite si leur solution est une solution qui est viable ou pas. Gagner du temps pour celles et ceux qui vont utiliser les solutions parce qu'on aura effectivement un peu rationalisé. Ça ne va pas remplacer les clusters. Là où sont développées les solutions, ça va simplement les aider ensuite à faire en sorte que ce qu'on appelle la montée à l'échelle, le fait qu'on passe de quelque chose qu'on fait dans son garage à quelque chose qui va être proposé sur tout le territoire, se fasse plus facilement. C'est-à-dire passer de la start-up à la licorne, par exemple ? Oui, j'espère qu'il y aura des licornes, mais en tout cas, passer de la start-up à une entreprise qui soit capable de grandir. Il y en a beaucoup quand même, malgré tout, il y a beaucoup de start-up qui viennent dans ce domaine-là ? Oui, il y a beaucoup de start-up, j'allais dire de plus en plus. Et puis on voit bien, il y a une évolution. On sent bien que l'usage est de plus en plus au cœur des solutions qui sont proposées par les start-up. Ça me semble aller dans le bon sens. Ça veut dire énormément d'emplois, énormément de formation derrière. C'est une société nouvelle qui est en train d'apparaître. En tout cas, c'est une partie de la société nouvelle qui est en train de se construire, effectivement, qui sera tournée autour des seniors. Il ne faut pas oublier une chose. Dans 30 ans, un Français sur 3 aura plus de 60 ans. Donc vous comprenez bien que structurellement, la société va changer. Il va donc falloir répondre à cette évolution structurelle de la société. Donc oui, ce seront des emplois,
ce seront des nouveaux métiers qui vont émerger. La formation aujourd'hui, elle est bien à l'heure. On est prêt c'est un sujet extrêmement important. On a 3 heures si vous voulez. Évidemment. Vous savez très bien qu'au niveau de la service à la personne, la question des métiers, de la formation est quelque chose d'assez central. Oui, bien sûr. On a encore beaucoup de travail, effectivement, pour donner du sens. On est dans un secteur où on n'arrive pas à pourvoir les besoins. Et je crois que cette question de la formation, cette question du sens, c'est quelque chose de très central. Oui. Et demain, je pense que de nouveaux modules de formation, de nouvelles écoles vont voir le jour pour s'intéresser peut-être même encore plus au savoir-être qu'au savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Oui, une nouvelle société, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dernière question, la Silver Economy, est-ce qu'elle est la même dans tout le territoire ? Ou là aussi, il y a des disparités elle est plus importante ici, moins importante là, elle n'a pas encore pénétré certains territoires. Comme tout secteur qui se construit, évidemment, ce sont les individus qui vont accélérer ou pas le développement de ce secteur. Alors oui, il y a des territoires avec des personnalités qui se sont très fortement engagées et qui ont permis des développements rapides. Bon, nous, on a édité un guide des Silver Régions et ce n'est pas un secret que de dire que Normandie, la région sud, Nouvelle-Aquitaine sont des territoires, et j'en oublie, qu'ils ne m'en veuillent pas, sont des territoires qui ont accéléré très vite parce que tout simplement il y a des personnes qui ont cru. Tout comme dans certaines grandes entreprises, des PDG ont cru à la Silver Economy et se sont engagés très fortement dans la recherche et la commercialisation de nouvelles solutions. Sébastien Potvin, vous êtes formidable. En tout cas, on a envie de vous suivre et d'y croire. En tout cas, ça donne envie. Merci beaucoup. Merci. Fin de cette émission en direct de notre Media Center. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economy avec un y-expo.com. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité.